Merci Francis Khalifa. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'animer ce débat qui s'annonce riche, qui s'annonce dense entre l'ancien Premier ministre Manuel Valls et le philosophe Alain Finkielkraut de l'Académie française. Francis, vous avez cité le thème de ce débat, thème que vous avez choisi, l'universel à l'épreuve des identités. Ce choix montre, s'il en était besoin, qu'on est entré dans une zone de forte turbulence à l'approche de l'élection présidentielle. Et cette turbulence ne porte pas, comme on pourrait le souhaiter, en tout cas pas pour l'instant, sur la situation économique et sociale, sur les inégalités, sur le pouvoir d'achat, mais porte sur un thème beaucoup plus philosophique, culturel et éminemment politique, bien sûr, l'idée qu'on se fait de la France. Et la formulation que vous avez choisi, l'universel à l'épreuve des identités, suppose que le modèle républicain que vous venez d'évoquer, remarquable par sa laïcité, sa tolérance, sa fraternité, est aujourd'hui en péril, menacé par la montée des identités, menacé par la montée du communautarisme. Et je vais devoir le faire, c'est mon devoir de journaliste, je vais devoir citer Éric Zemmour, qui a, il faut le reconnaître, imposer ce thème, imposer ce tempo à toute la classe politique, médiatique, intellectuelle, aidé en cela par, non pas les médias, c'est un homme de médias qui vous parle, mais par des médias qui lui ont déroulé le tapis rouge, qui l'ont héroïsé et qui ont fait de lui, avant même qu'il ne se prononce, avant même qu'il ne se déclare, un candidat. Et cela m'a fait penser au début des années 80, quand je dirigeais le service politique d'Antenne 2. J'ai revu exactement la même séquence. Années 80, Le Pen, portée par les médias, alors que l'extrême droite en 82 ne faisait que 2%. Année 2020, Zemmour, porté par les médias, alors qu'il n'est même pas candidat. Du coup, grisé par ce succès médiatique considérable, Éric Zemmour a piégé la classe politique et l'a sommé de choisir, et je m'inscris dans le thème que vous avez choisi, l'a sommé de choisir entre l'universel et l'identité. Je dis bien l'identité, non pas les identités. L'identité est la seule qui vaille aux yeux d'Éric Zemmour, c'est évidemment l'identité française. Il a d'ailleurs verrouillé le débat en proposant sa propre définition de l'identité singulière à ses yeux. Alors il a cité De Gaulle, mais De Gaulle était un leurre, parce qu'aussitôt après avoir cité De Gaulle, quels hommes, quels menteurs s'est-il choisi? Pétain, Papon, dont il considère que le procès a été inique, j'ai lu son livre, inique, injuste, Maurras, Barrès, même Dieudonné, qu'il cite dans son livre et à qui il accorde de très larges circonstances atténuantes. Ils sont très bienveillants à l'égard de Dieudonné. Voilà les hommes auxquels se réfère Éric Zemmour, qui devrait, à ses yeux, glorifier la marque France qu'il défend aujourd'hui, par opposition évidemment à l'universel, porteur de tous les dangers. Mais de quelle France parlons-nous? De celle de Gaulle, qui résiste, ou de celle de Pétain, qui se couche, de celle qui défend Dreyfus, Zola, dont Zemmour doute d'ailleurs de l'innocence, ou de celle de Céline qui collabore avec les nazis? Le gag, c'est que si Zemmour avait été le contemporain de Crémieux, je le dis pour avoir animé récemment un débat sur le décret Crémieux avec l'association Montréal, si Drummond, l'homme qui pourrait correspondre aux idées que Zemmour défend aujourd'hui, avait gagné contre Crémieux et contre Louis-Philippe, eh bien, la famille de Zemmour n'aurait pas été française. Et Zemmour n'aurait pas été en mesure de parler aujourd'hui au nom de la France. Il ne serait pas français, comme Francis Khalifa ne le serait pas, comme moi-même je ne le serais pas. Nous serions restés indigènes. Le gag, ou le paradoxe, c'est que si Zemmour avait été contemporain de Pétain, les parents d'Alain Finkielkraut, déportés, ne seraient pas revenus en France. Alain Finkielkraut d'origine polonaise, les grands-parents étant morts en déportation. Et Alain Finkielkraut n'aurait pas eu cette chance de naître français, et l'Académie française, et nous-mêmes, n'aurions pas eu la chance d'avoir cet éminent philosophe à nos côtés, aujourd'hui comme français, évidemment. Et je continue. Si Le Pen avait gagné, si Zemmour avait été le contemporain de Le Pen au début des années 80, que j'évoquais tout à l'heure, Manuel Valls ne serait pas français.
Manuel Valls ne serait pas l'élu de la République. Manuel Valls, naturalisé en 1982, n'aurait pas été ministre de la République et Premier ministre de la République. Alors pourquoi, avec une telle armée des ombres, je mets ce mot entre guillemets, que Zemmour s'est choisi, pourquoi rencontre-t-il un tel succès? La réponse, évidemment, vous la connaissez, nous la connaissons tous. Elle a pour nom islamisme. Elle a pour nom terrorisme islamiste. Et c'est ce combat que Zemmour s'est approprié. Mais il n'est pas le seul à dire son refus de l'islamisme. Le combat mené par ces trois personnalités qui sont ici présentes, Manuel Valls, Francis Khalifa, Alain Finkielkraut, est exemplaire de ce point de vue. Tous les républicains sont unis dans cette lutte qui doit être implacable contre l'islamisme et contre le terrorisme islamiste. Et je vais plus loin quand je dis tous les républicains. L'imam Chalgoumi, Mohamed Sifawi, si courageux, Mohamed Sifawi et l'imam Chalgoumi, protégés 24 heures sur 24 par la police, si courageux dans leur combat contre l'islamisme. Fadela Amara, pionnière dans son combat pour l'émancipation des femmes. Je vais encore plus loin, des femmes musulmanes. Je vais encore plus loin en citant Ahmed Merabet, français, policier, musulman, assassiné par des monstres tout près de Charlie Hebdo, parce qu'il venait à leur secours. Je pourrais aussi citer Imad Ibn Ziaten, français, militaire, musulman, assassiné par un monstre à Toulouse. Je devrais aussi citer Jonathan, enseignant, Arié, Gabriel, ses enfants, 3 ans et 4 ans, Myriam, 8 ans, assassinée par le même monstre à Toulouse, près de l'école Ozer à Torah. Ces victimes reposent aujourd'hui en Israël, n'en déplaise à Zemmour, tout simplement pour éviter que leur sépulture soit souillée. Donc voilà le combat que mène Zemmour, voici les mentors qu'il s'est choisis, voici le chemin qu'il a pris et qui fait qu'il est quasiment prêt à tout sacrifier au nom de cette identité française dont il se vante. Mais on peut être français sans oublier d'où l'on vient, tout simplement. On peut être français aujourd'hui et fièrement, sans détester les siens, sans se détester soi-même, au point de préférer aujourd'hui Barès à Lévinas. Et on peut être tout simplement français en portant ces valeurs universelles magnifiques qui font tout le génie et la grandeur de la France, et en tendant simplement la main à l'autre, évidemment, à supposer que l'autre soit pacifique et vienne avec un rameau d'olivier. Pardon si j'étais un peu long dans ce propos liminaire. Ensuite, je me contenterai de poser des questions, mais simplement, je suis journaliste. Zemmour, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à 7 minutes précises, est journaliste. Et mon devoir de journaliste est de vous mettre en garde contre cette révision de l'histoire qu'Éric Zemmour propose sans cesse, contre ces fake news ou ces fake stories que Zemmour propose. Et parfois, je me sens un petit peu humilié ou déshonoré comme journaliste de voir un tel journaliste transformer à ce point l'histoire. Maintenant, je vais me taire, poser des questions et inciter nos deux amis à intervenir. Manuel Valls, simplement votre vision du thème choisi par le CRIF aujourd'hui, l'universel à l'épreuve de l'identité. En vous écoutant, j'attendais la question avec impatience, mais j'imagine que nous allons en débattre dans un instant, et laissez-moi dire mon plaisir de débattre évidemment aux côtés de Francis Khalifa, dans un débat animé par Paul Amar, et surtout de le faire avec Alain Finkielkraut, pour qui j'ai affection et admiration. En général, quand on a un débat de ce type sur un plateau avec un journaliste, c'est fait pour des étincelles, pour créer des étincelles. Il y aura peut-être des désaccords, je n'en sais rien. En tout cas, c'est un débat de fond, parce que je pense que nous vivons une crise profonde, appelons-la identitaire, pour reprendre le thème de ce débat, Francis, démocratique incontestablement, et une crise dont d'ailleurs les courants politiques qui apparaissent en France, mais un peu partout dans le monde, sont à la fois cause et conséquence. En tout cas, sont souvent un miroir
déformée de nos insuffisances et de ce que nous vivons. Moi, au fond, j'ai vécu, comme la plupart d'entre vous, mon engagement politique commence avant ma naturalisation, un monde qui a profondément changé. Et je vais arriver à la question. D'abord, c'est un monde, à la fin des années 80, qui voit le mur de Berlin et l'Empire soviétique disparaître. Et le monde organisé à Yalta s'effacer. Et toutes les références, au fond, qui n'étaient pas forcément faciles à vivre, mais en tout cas assez simples à comprendre, la démocratie face au totalitarisme, l'Europe de l'Ouest face à l'Europe de l'Est, la social-démocratie, pour parler de ma famille, face au communisme stalinien, disparaissent. Et donc les points de repère disparaissent aussi. Je vais vite et je taille à la serpe, bien évidemment. Ensuite, la globalisation économique. Il y a toujours une globalisation économique. Mais elle prend une autre allure, un autre mouvement, accéléré bien évidemment par les politiques économiques et financières et budgétaires aux États-Unis, mais le monde s'ouvre avec sa révolution numérique, celle de la communication, mais cette globalisation avec sa part financière aussi commence à mettre en cause, et je vais vite aussi, les frontières, les États-nations, le sentiment d'appartenance, et met en cause aussi l'État-providence, le welfare state, sur lequel notamment l'Europe et l'Europe de l'Ouest s'est bâtie, marché commun, et des grands pays comme la France avec son État social ou son État-providence en Allemagne. Et ce qui provoque d'ailleurs et provoquera progressivement aussi une crise de la social-démocratie. Vous avez à la fois une remise en cause des frontières et une remise en cause de l'État social protecteur, avec évidemment beaucoup de différences selon les pays. Et puis, le 11 septembre 2001, le siècle s'ouvre avec les attentats de New York et de Washington. Et nous entrons, même si on y entrait avant, bien évidemment, dans cet âge identitaire, que beaucoup ont décrit, pour être d'accord ou pas, à commencer par Alain Finkielkraut, ou Laurent Bouvet, ou d'autres. Et beaucoup ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. La gauche, en partie, qui porte, de mon point de vue, une grande responsabilité de ce qui s'est passé. Avec des faits, parce que les faits permettent de comprendre, mais pas seulement. Évidemment, l'affaire du voile de Creil et le cri d'alarme d'Elisabeth Badinter, d'Alain Finkielkraut et d'autres, Elisabeth de Fontenay et d'autres, n'est pas entendu. Et la gauche ne comprend pas ce qui se passe, au-delà de la décision du Conseil d'État, qui est un faux compromis. La montée de l'antisémitisme, qui est de mon point de vue un des éléments, sur fond évidemment de haine d'Israël, après la deuxième intifada, mais qui est niée par les responsables politiques. Et pourquoi elle est niée? Mais parce que cet antisémitisme repose sur un autre fait identitaire. C'est parce qu'il émane de nos propres quartiers, bien sûr à travers les paraboles, bien sûr à travers Internet, bien sûr à travers des réseaux puissants, financés par des pays du Golfe, mais d'abord en notre sein. Il naît dans nos quartiers. C'est un des éléments de la crise identitaire des enfants de l'immigration, et qui se retrouvent rassemblés autour de la haine du juif. Mais parce qu'ils sont des prolétaires ou les nouveaux prolétaires, parce qu'ils sont ce nouveau prolétariat qu'Elouis Plenel a théorisé, on ne peut pas le critiquer. Parce que cette masse informe que Plenel décrit dans son livre Pour les musulmans est inattaquable comme l'était hier le prolétariat. Et donc le poison, il est dans notre propre société. Et c'est là où nous perdons les uns et les autres les repères. Et puis il y a une quatrième vague aujourd'hui qui est puissante, qui est d'ailleurs assez étonnante pour ceux qui parlaient il y a 30 ou 40 ans de l'impérialisme américain culturel, mais qui obéit au fond à des mêmes mouvements, qui est cette vague de la cancel culture, du wokisme, au fond de la recherche permanente de désidentité étant plus puissante que cette universelle que nous allons évoquer. Je vais très vite.
c'est un mouvement qui existe partout. J'ai passé 3 ans en Espagne, un pays qui doit tout à l'Europe, en particulier sa démocratie, un pays riche grâce à l'Europe, mais qui se sent aussi perdu que les autres peuples. Et là-bas, le séparatisme, il n'est plus religieux, il n'est pas ethnique, il est régional. Il peut prendre des atours religieux dans d'autres pays, bien évidemment. Et chez nous, c'est un mélange. Mais pourquoi c'est bien pire chez nous? C'est parce que notre construction, elle est basée sur ces valeurs universelles. Même s'il y a de la complexité dans notre histoire. Et de ce point de vue-là, le rôle de la Troisième République est immense. On parlera éventuellement de l'affaire Dreyfus de ce point de vue-là, ça me paraît très important. Mais la Troisième République joue un rôle immense à travers l'unification, à travers la langue, l'école. Première Guerre mondiale, qui unifie le pays à travers le mélange du sang de toutes les classes sociales dans les tranchées. Mais parce que la France, c'est une construction politique, parce que c'est l'État qui bâtit la nation, parce que c'est l'État qui est sa colonne vertébrale, ces différents mouvements historiques ou économiques et sociologiques que je viens de décrire beaucoup trop rapidement et sur lesquels je ne doute pas un seul instant Alain Finkielkraut reviendra, tapent en plein cœur dans le mille de ce que nous sommes. Beaucoup plus que dans d'autres pays où la famille, l'entreprise, des formes de communauté, de communautarisme fonctionnent. Mais nous, avec ce que nous sommes, plus la part de l'immigration dans notre société, plus la part de l'islam dans notre société, plus notre regard sur l'histoire. Moi, je suis passionné par l'histoire, c'est pour ça qu'il faut une confrontation, évidemment, sur la mémoire, pour comprendre le présent et regarder l'avenir, comme on dit facilement. C'est pour ça que la crise est plus profonde chez nous. Et c'est pour ça qu'il faut y répondre. Mais pas uniquement par l'injonction, Paul. C'est dans un combat, pas uniquement par des cris de fascisme, parce que sinon, c'est les années 80. Par un débat sur le fond, sur notre histoire, sur ce qu'est notre identité. Quand je lis, ou je lisais, ou j'écoute, ou j'écoutais Finkielkraut ou d'autres évoquer ces questions depuis longtemps, cela m'est arrivé, nous étions traités de fascistes. Parce que nous évoquions ces questions. Donc, il faut rétablir le débat sur quelle est notre identité, jusqu'où pouvons-nous aller, quelles sont les politiques migratoires, jusqu'à où pouvons-nous accepter, pour être forts. Parce que sinon, nous ne comprenons pas ce qui est en train de se passer dans nos sociétés et comment des démagogues, quels qu'ils soient, peuvent l'emporter. Parce que la critique, nous la ferons, débattu avec Zemmour, mais nous pouvons aussi débattre de la créalisation, de la créolisation que propose Mélenchon de notre société. Est-ce que ça correspond à notre identité? Je ne le crois pas. Bon, donc le débat est là. Donc c'est un débat fondamental parce que les Français, comme d'autres peuples, ont le sentiment, c'est une peur, une perte d'identité de leur mode de vie. Parfois ça peut être fantasmé, parfois ça peut être réel. Dans des quartiers, c'est une réalité, d'une perte de puissance, d'une perte démographique. Dans le monde d'aujourd'hui, l'Europe n'est plus le centre du monde tel qu'elle a été à la tête de grands empires, avec l'Angleterre, l'Espagne avant et le Portugal, l'Angleterre, la France, bien évidemment. Et face à cela, quelle est notre réaction? À quel niveau? Et ce qui est formidable en France, c'est que c'est un débat d'abord culturel. C'est une bataille culturelle et intellectuelle. Et je pense qu'il faut la mener. Alain Finkielkraut. Ce que je vais dire va s'inscrire, je crois, dans la suite des propos de Manuel Valls. Alors, un seul mot, il est vrai qu'entre Zemmour et Mélenchon, il y a un débat très animé, et Mélenchon a avancé la thèse de la créolisation. Soyons clairs, la créolisation, c'est l'autre nom du grand remplacement. D'ailleurs, qui en parle? C'est Houria Boutelja, qui a été l'animatrice des Ingénieurs de la République et qui dit « Notre présence arabise, islamise, noirise, créolise la France immaculée, fille aînée de l'Église. » Mais nous reviendrons sur le cas Zemmour tout à l'heure. Pour ma part, l'universel, donc, à l'épreuve des identités, tel est le titre de cette convention, mais je voudrais, si vous me le permettez, commencer par inverser la proposition
et traiter des identités nationales et européennes à l'épreuve de l'universel ou d'une certaine idée de l'universel. Qu'est-ce que l'Europe? Plus précisément, quels sont les grands principes sur lesquels s'est édifiée l'Union européenne? Un sociologue allemand, Ulrich Beck, répond de la manière la plus claire. Il dit ceci: l'Europe, telle que nous la connaissons, a vu le jour, pour tirer l'Europe elle-même de l'ornière de son histoire guerrière. C'est une Europe, dit-il, autocritique. Il faut se défaire, pour la comprendre, d'une rhétorique de l'origine et même de la civilisation. D'ailleurs, on parle de construction européenne beaucoup plus souvent que de civilisation européenne. Ce qui veut dire que cette Europe refuse de s'opposer en s'opposant. Elle se prévaut de n'avoir pas de qualité distinctive. Elle a été portée sur les fonds baptismaux, continue Ulrich Beck, comme antithèse à l'Europe nationaliste, par une rupture définitive avec le passé. Il s'agit donc, dit-il encore, de mettre un terme définitif à 1500 années, à 1500 années d'une histoire européenne faite de guerre. Rupture avec tout particularisme, choix de l'universel, des normes, des valeurs universelles. L'Europe coloniale, c'était le faux universalisme de la domination. Et donc, à cela, il faut opposer le vrai universalisme de l'indétermination. Pour ne plus exclure personne, l'Europe se vide de tout contenu substantiel, et à l'intérieur de l'Europe, les nations européennes. Et là, je vais vous lire une très belle réflexion de Pierre Manante. L'universalisme démocratique européen se confond en somme avec le nihilisme. Il est l'accomplissement du nihilisme. Il consiste à dire « l'Europe est née et ne veut être que la pure universalité humaine. Elle ne saurait être quelque chose de distinct, elle doit être un rien, une absence ouverte à toute présence de l'autre, être soi-même un rien pour que l'autre, n'importe quel autre, puisse être tout ce qu'il est. » Et c'est le nouveau sens de l'hospitalité. L'hospitalité traditionnelle, c'est de donner ce qu'on a. Mais ce qu'on a, c'est quoi? C'est une culture qui a voulu dominer le monde. C'est une histoire de colonialisme, de guerre, voire d'extermination. Et donner ce qu'on a, c'est assimiler, c'est-à-dire un geste violent qui consiste à vouloir rendre l'autre semblable à soi. Le nouveau sens qui prospère dans les institutions européennes et dans les écoles de chaque nation européenne, c'est l'accueil de la diversité en tant que telle. En tant que telle. J'ai été élève moi-même rue des Récollets dans une école du 10e arrondissement, près du canal Saint-Martin. J'y suis retourné en 2009. J'ai vu dans le hall une carte du monde avec les photos d'un grand nombre d'élèves épinglés sur leur pays de naissance ou de naissance de leurs parents, donc beaucoup de pays africains ou maghrébins, et une légende « Je suis fier de venir d'eux ». C'est pas comme ça, effectivement, que j'ai été éduqué. Pas du tout. Personne ne m'a appris à mépriser mon origine, mais on m'accueillait, on m'introduisait, moi, le nouveau venu, au même titre que les Français d'origine française,
Au départ, nous sommes tous des nouveaux venus sur la Terre. On m'introduisait dans un monde plus vieux que moi, le monde de la langue française, le monde de la culture française. Et donc, ce qui est vrai de l'Europe, il est aussi, et pour les mêmes raisons, des nations européennes. Alors, je voudrais vous lire, pour terminer, un extrait inouï du livre posthume de Jean Daniel, « Réconcilier la France, une histoire vécue de la nation », où l'on voit un Jean Daniel tourmenté par cette question de l'identité nationale, pas la peine de biaiser avec ce terme, et tourmenté aussi par la surdité de la gauche politique, intellectuelle et médiatique à cette question. Et dans l'épilogue, il y a une scène ahurissante. C'est Jean Daniel avec François Mitterrand. Et il dit ceci, il s'inquiète de la pression migratoire. Et Mitterrand s'énerve. Alors Jean Daniel courageusement insiste. Président, le pays est en train de changer. C'est Jean Daniel qui parle. Hein. Le clocher de votre affiche électorale, dans peu de temps, vous le verrez entouré par 2 minarets. Mitterrand n'est pas content, mais là, le dialogue cesse, la réflexion de Jean Daniel continue. Et il dit ceci, « N'est-il d'ailleurs pas vrai qu'un homme de gauche ne pourrait plus aujourd'hui faire sa campagne électorale comme Mitterrand l'avait fait en 81, avec une affiche représentant un petit village bien français avec son église ?» Il a totalement raison. Cette affiche serait jugée, et je le répète, par la majorité de la gauche intellectuelle, médiatique et politique comme nauséabonde. Mais nauséabonde. Et si Anne Hidalgo affichait ça pour sa campagne, son staff démissionnerait, et d'ailleurs elle-même démissionnerait, tellement elle serait choquée par cette affiche. Demandez-lui, puisqu'elle sera là tout à l'heure. Et donc, tout ça, or, cette attitude, cet universalisme totalement désancré, suscite la révolte des peuples européens. Oui. Non. C'est-à-dire, ils affirment aujourd'hui le droit à la continuité historique. Ce droit à la continuité historique n'a pas été énoncé par Éric Zemmour, mais par Ortega y Gasset et par Simone Veil. Ils veulent continuer à parler de la France et de l'Europe comme des civilisations. Ils ne veulent pas voir leurs identités sacrifiées sur l'autel de l'universel. Et ils ne veulent pas entendre ce genre de discours, qui consiste à dire que le seul destin de l'identité nationale ou de l'identité européenne après Hitler, c'est de s'ouvrir à d'autres identités. Tout cet universalisme-là est fondé sur le traumatisme hitlérien, mais justement, c'est un mauvais usage de la mémoire. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que cette volonté de défendre la particularité européenne ou française n'est pas forcément un abandon de l'universel. Je crois que notre tâche aujourd'hui est de penser les deux ensemble, de les articuler l'un à l'autre, pour éviter que le sentiment de groupe ne se referme sur lui-même, la France deviendrait une subjectivité close, et que l'universel lui-même, désincarné, se transforme en instrument de mort. Et la France a les atouts pour être cela. Lévinas le dit très bien
à la fin de difficiles libertés. La France, pour lui, quand il est venu dans les années 20 avec ses parents de Lituanie puis d'Ukraine, la France, c'était une nation, dit-il, à laquelle on peut s'attacher par l'esprit et par le cœur aussi fortement que par les racines. Encore faut-il précisément que cet attachement par l'esprit et par le cœur soit repris, réaffirmé, retransmis, notamment à l'école. Encore faut-il qu'on ne pense pas l'histoire mondiale de la France, à la manière de Patrick Boucheron, comme une histoire où la France ne serait constituée que de ce que le dehors, l'extérieur, le monde lui aurait apporté. Tout cela, dit Patrick Boucheron, pour lutter contre la déplorable régression identitaire de notre temps. Oui, nous sommes à l'épreuve des identités, nous devons répondre à cette épreuve, mais encore une fois, en sachant articuler, c'est l'exigence de ce temps, le particulier et l'universel. Donc, je rassure Manuel Valls, pour l'instant, pas d'étincelle. Vos propos se rejoignent et me font penser à cette phrase de Laurent Fabius, quand Jean-Marie Le Pen est apparu ou réapparu, il apporte de mauvaises questions, de mauvaises réponses aux bonnes questions qu'il pose. Alors, comment apporter de bonnes réponses? Comment faire en sorte que l'extrême droite, aujourd'hui, ne soit pas considérée comme le seul rempart contre cette menace islamiste que vous décrivez et qui est évidemment bien réelle dans notre pays? Comment faire en sorte que le débat ne pose pas seulement, et d'ailleurs l'intention de BFM était très claire de ce point de vue et assez perverse, l'extrême gauche, dont on connaît la perversité, et l'extrême droite, le fameux débat Mélenchon-Zemmour. Comment exister comme républicain à la fois face à la menace islamiste, bien réelle, je le répète, et face aussi à la menace d'extrême droite, pardon Alain, mais qu'il ne faut pas négliger. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous. Allez. Vous êtes ministre. Bon, je ne suis plus ministre, Alain. Ministre un jour, ministre toujours. Oui. Premier ministre, toujours. Ça, je tiens à ce qu'on me traite bien. Et à un moment, avec l'âge, on a besoin d'égards. Je pense que la question que le CRIF a posée pour ce débat, et ce que nous avons développé, c'est surtout ce qu'a développé Alain Finkielkraut et Paul, une question, mais je vais revenir, qui va bien au-delà du pur débat politique, même si le débat politique est important, parce qu'il apportera... Et parce qu'il y a une échéance. Parce qu'il y a une échéance, et parce qu'il appartient aux politiques, pas seulement, mais d'apporter la réponse, à condition qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer. Aux citations, je vais être bref, d'Alain Finkielkraut lui-même, ou des mots, des écrits de Jean Daniel, il y en a une autre que je veux apporter. J'ouvre des guillemets. Il y va du plus profond problème ouvert par l'unification du monde. N'y a-t-il que les individus auquel cas leur libre installation, là où bon leur semble, est de droit? Ou existe-t-il aussi des communautés politiques qui ont des droits, dont le premier est de maîtriser l'espace dans lequel elles vivent et la circulation des populations qui s'y déroulent? Pour le dire autrement encore, l'unification du monde porte-t-elle en germe la dissolution des entités politiques nommées États-nations, devenue sa norme générale, auquel cas les mouvements migratoires seraient l'avant-garde d'un processus devant lequel il n'y aurait qu'à s'incliner? Ou bien va-t-elle à l'opposé vers leur renforcement coopératif dans le contrôle des mouvements de population, qui est un aspect décisif? Cela mérite au moins qu'on y réfléchisse sérieusement. Il s'agit de propos de Marcel Gauchet dans son dernier livre consacré au président de la République, Emmanuel Macron. C'est-à-dire que si nous ne comprenons pas la colère, la crainte, la peur et ou les colères qui s'ensuivent de la part des peuples, nous serons balayés, nous les républicains universalistes, par ces populismes ou par ces réponses politiques. Donc il est très important de comprendre ce qui se passe et de voir effectivement quels sont les adversaires.
de la conciliation, parce que ça c'est un beau défi que nous proposait Alain Finkielkraut, de l'universalisme et des identités. Et en partant, à mon avis, d'un autre principe qui est fondamental, qui est celui de la civilisation. C'est le point le plus important qui, sur lequel, moi, évidemment, j'ai essayé de travailler, sur lequel je suis revenu, qui est un point fondamental. Nous vivons en Europe, et c'est important de le souligner, dans une civilisation unique, fondée par une longue histoire politique et philosophique et religieuse, et qui unit aujourd'hui la démocratie, l'état de droit, le respect de la personne, les droits humains ou les droits de l'homme, issus de la déclaration de 1789, l'économie de marché, l'état social, la culture, les grands écrivains, les grands philosophes, les grands musiciens, la langue ou les langues, pour ce qui nous concerne, le français. Et c'est ça qu'il faut préserver. Et dans cette civilisation et dans cet état de droit, il y a, à mon avis, suffisamment de réponses face aux troubles du monde, face à la question migratoire, face aux défis que pose l'islam, je ne parle pas de l'islamisme, face aux défis que pose l'islam pour lui-même et à l'Europe, face à l'extrême gauche, cela a été décrit il y a un instant, au wokisme, à la cancel culture, c'est-à-dire qui nous vient d'une autre civilisation, la civilisation américaine, mais qui est aux antipodes aujourd'hui de ce que nous sommes, et face aussi à l'extrême droite ou aux thèses qui sont celles d'Éric Zemmour. Et je pense que dans cette alliance entre la civilisation, avec le regard qui est le nôtre sur notre histoire, sur les droits de l'homme, sur ce qui s'est passé pendant la guerre, sur les responsabilités à l'époque du pétainisme, sur, au fond, quelle est la conception que nous avons, la manière dont nous devons vivre ensemble, il y a là les réponses. Mais ça ne veut dire qu'on ne nie pas ni les craintes, ni les colères, ni les défis qui nous sont posés. Immigration, école, langue, assimilation. Dans le dernier livre que j'ai modestement publié il y a quelques mois, j'avais pris cette phrase de Romain Gary, elle est facile et belle à la fois, pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. Pourquoi? Parce que moi je suis assimilé. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas partir un moment, regarder ce qui se passe en Espagne, ou parler catalan avec ma mère ou avec ma femme. Mais je suis profondément français, mais pas de manière ésotérique, parce que je fais mienne son histoire, et parce que je n'accepte pas la culpabilité que l'on nous propose aujourd'hui à propos de notre passé pour détruire ce que nous sommes, pas pour un exercice historique qui concerne les historiens qui font ce travail-là, avec des écoles par ailleurs différentes, ça a toujours existé, mais pour détruire ce que nous sommes. Indigènes de la République, Plenel, différents mouvements, cela a été dit aussi par Alain Finkielkraut. Parce qu'il y a une langue qui nous unifie, ça n'a pas toujours été le cas en France, mais c'est le cas. C'est, entre autres, mais c'est évidemment l'apport fondamental de la Troisième République et du rôle de son école, etc., etc. Donc, pour être fort face à ceux qui, à mon avis, représentent un danger pour notre pays, il faut accepter le diagnostic, la phrase de Fabius, accepter et mener la bataille culturelle et intellectuelle. Ça me paraît fondamental. Et je termine, et je pense que la politique a son rôle. Et je suis inquiet parce que, et aujourd'hui, la droite républicaine est divisée, et dans ses propres débats, on verra comment ils s'en sortent, et parce que la gauche a abandonné ce terrain depuis longtemps. L'état où elle est dû à de nombreux facteurs, à des responsabilités, j'y prends ma part, mais parce qu'elle a abdiqué face au mouvement culturel qui s'est emparé des esprits, notamment à gauche, et qui ferait qu'aujourd'hui, Jean Daniel, évidemment, et son journal, vu son évolution, Jean Daniel ne s'y reconnaîtrait pas. Et donc c'est un débat. Et c'est pour ça que je pense que le salut, en grande partie, viendra évidemment
des politiques, mais doit venir aussi de la gauche. Parce que si elle ne joue pas son rôle, elle laisse un pan entier, si elle ne l'a pas laissé, si c'est déjà pas trop tard, à tous ceux qui, inquiets, se tournent vers celui qui, apparaissant neuf et ne venant pas du sérail politique, est entendu. Et donc, la réponse qu'il faut apporter à Zemmour ou à d'autres demain, que ce mouvement n'est pas terminé, elle doit être extrêmement articulée, argumentée, puissante, parce que je crois que de ce point de vue-là, c'est différent des années 80, on est sur toute autre chose, parce que là, ça touche à ce que nous sommes, à notre propre identité. Bien, Alain, alors, même question. même question, oui. Là encore, je souscris aux propos de Manuel Valls. Je dirais simplement que le danger ne peut pas se résumer à l'islamisme. La France est rongée de l'intérieur par l'idéologie de la diversité, par la pensée woke, à laquelle le journal fondé par Jean Daniel a quasiment fait allégeance il y a 2 semaines. La pensée woke, c'est quoi? Woke veut dire éveillé. Nous sommes éveillés à toutes les injustices, à toutes les discriminations. C'est un présent autosuffisant, un présent qui rompt avec l'humanisme. L'humanisme, au sens de la Renaissance, c'était une certaine humilité, puisque ça disait « les textes anciens ont quelque chose à nous apprendre. Nous avons besoin d'eux pour accéder à nous-mêmes et au monde. Nous n'en avons plus besoin, nous savons tout, nous sommes éveillés. Le passé, c'est un passé d'obscurité, et quand on lit les textes, c'est pour les convoquer au tribunal de notre wokisme, pour traquer les stéréotypes de genre, etc., etc. Manuel Valls parlait de la langue. L'un des problèmes massifs aujourd'hui, c'est l'écriture inclusive. L'écriture inclusive qui se répand partout, en dépit, c'est-à-dire dans toutes les universités, en dépit des ordres donnés pour le gouvernement, en dépit aussi des avertissements de l'Académie française, qui a dit que l'écriture inclusive faisait courir un péril mortel à la langue. Et ça, c'est très intéressant. L'Académie française, aujourd'hui, c'est très gentil, parce que vous rappelez à chaque fois, je suis l'Académie française, etc. Mais l'Académie française, ce n'est plus rien. C'est une assemblée de grabataires. Ne filmez pas, n'enregistrez pas. Qui font rigoler ceux qui usurpent aujourd'hui le nom d'humoriste. Nous, ce qu'on parle, ça équivaut à du néant. L'hégémonie intellectuelle est ailleurs. Donc l'Académie française s'égosille, le journal Le Monde célèbre l'écriture inclusive comme l'aboutissement d'une longue marche vers l'égalité, comme si ce bégaiement de la langue, disons, était une manière de mettre fin à la domination masculine et satisfaisait le désir d'égalité des femmes. Bon, donc, il faut, si vous voulez, ça veut dire que le problème est extrêmement vaste. Manuel Valls vient de citer une très belle phrase de Romain Gary. À mon tour, de citer une belle phrase d'un auteur un peu plus ancien, Edgar Quinet. Le véritable exil n'est pas d'être arraché à son pays, c'est d'y vivre et de n'y plus rien trouver de ce qui le faisait aimer. Et c'est ce que beaucoup de Français ressentent. Et si l'écriture inclusive s'impose, je ne retrouverai même plus ma langue. Et cet exil paradoxal, cet exil extrêmement douloureux, je m'avance sur un terrain difficile. Mais attendez avant de me huer, parce qu'il va y avoir aussi la fin du raisonnement. Cet exil, donc, Éric Zemmour lui a donné statut et droit de cité. C'est la raison pour laquelle il a fait cette très spectaculaire percée dans les sondages. Les choses sont en train de changer, il y va de sa faute, mais voilà. C'est pas parce que, là-dessus je suis un peu en désaccord avec vous, Paul Amar,
on lui a tendu le micro. Parce qu'un certain nombre de journalistes auraient voulu qu'il se taise. Le Monde dit, invite tout le monde à un examen de conscience. Si on ne lui avait pas donné la parole, on serait tranquille. On serait tranquille pourquoi ? Pour continuer à vivre dans une France Potemkin. Vous avez parlé des fake news. Il y a un problème énorme dans ce pays, où dans une certaine presse, pas toute, mais dans une certaine presse, c'est le no-news. C'est la sélection de l'information. C'est un phénomène inimaginable. C'est-à-dire, si vous lisez la presse dite progressiste, la presse dite de la gauche modérée, vous ne savez rien de ce qui se passe en France. Vous vivez dans une France Potemkin, une France sans rodéo urbain, sans émeutes, sans tir à balles réel sur la police, une France où on pourrait continuer à passer sous silence le fait que les territoires perdus de la République sont devenus des territoires conquis par l'islamisme, une France sans incidents et affrontements à Oyonnax, à Angoulême, à Alençon, à Marseille ou à Savigny-le-Temple. Tout ça n'est pas dit, n'est pas dit. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui nous empêche de censurer en rond. Et pourquoi censure-t-on ? Pourquoi cette presse procède-t-elle ainsi alors que sans qu'aucun Big Brother ne l'y contraigne ? Pour ne pas faire le jeu de l'extrême droite. On ne va pas parler de ça, parce que ça ferait le jeu de l'extrême droite. Donc, on écarte. Il doit y avoir des gens préposés dans les salles de rédaction à la sélection d'informations, parce que sinon, ça ne serait pas possible. Et donc, en effet, Zemmour arrive et il dit ce qu'il dit. Et il revendique, comme je disais tout à l'heure, ce droit à la continuité historique. Il dit oui. Et il dit aussi, la France peut mourir. La France va mourir. Il a raison. La France est en danger de mort. Là, mais en même temps, je me reconnais dans la critique de ceux qui pensent que Zemmour n'est plus qualifié pour défendre ce droit, du fait de ses outrances, du fait aussi de sa lecture du passé français. Zemmour prend tout. C'est ça sa façon. C'est-à-dire, il a une culture historique indéniable, mais il prend tout. C'est-à-dire, il prend le dreyfusisme, mais il prend aussi Maurras et l'antidreyfusisme. Il dit parce que c'était une bataille qui avait du sens. Les uns défendaient la solidité de l'armée, les autres défendaient la justice pour un homme. Cette bataille avait du sens. Les uns et les autres doivent être... On doit les reprendre. Et il prend aussi Vichy et la France libre. Et il se réclame de De Gaulle, parce qu'il dit De Gaulle l'a fait avec le RPF. Et c'est vrai, De Gaulle l'a fait avec le RPF. Mais c'est terrible de faire ça. C'est terrible. C'est pas comme ça qu'on peut assumer cette idée française. Non, c'est un héritage de gloire et de regret, dit Renan, la France. Eh bien oui, on doit se nourrir des gloires, on doit penser les regrets, et on doit aussi penser ce qui fait honte. Et ça, Zemmour ne veut pas le voir. Et c'est terrible. Donc, cette critique, je la reprends à mon compte. En revanche, critiquer Zemmour pour fasciser avec lui, pour extrême-droitiser avec lui le droit à la continuité historique, alors là, non. Non, jamais. Non, jamais. Donc, voilà où se situe ma critique de Zemmour. Et je vais aggraver mon cas pour finir. Je ne pense pas qu'il doit y avoir de vote juif. S'il y a des juifs qui votent Zemmour en disant il a tous les défauts de la terre, mais au moins il dit que la France peut mourir, que la France va mourir, il dit que l'antisémitisme d'aujourd'hui, c'est l'antisémitisme islamique, et il défend le droit à la continuité historique, donc je me bouche le nez, mais je vote pour lui, qu'il le fasse. Alain. Moi, je ne ferai pas ça, mais surtout, je termine, un mot. Je crois que dans la période qui est la nôtre, qui est une période de fragmentation, les Juifs, notre rôle, c'est de ne jamais contribuer à la fragmentation communautaire de la France. Donc chacun vote comme il veut. Mais je sais que
Non, je suis minoritaire. Mais non, il n'y a pas de vote juif, Alain. Pardonnez-moi, pour avoir couvert toutes les élections de la 5e, je peux vous certifier, et les sondages le montrent et le démontrent, y compris les sondages sortis des urnes lors des soirées électorales, et je le dis en présence de Manuel Valls et de Francis Khalifa, évidemment, il n'y a pas de vote juif. Ben, l'exemple de Zemmour le démontre amplement, amplement. Vous avez parlé de la presse, donc je dois vous répondre sur la presse. Vous avez évoqué la presse progressiste. Libération, Le Monde. Pardonnez-moi, Alain, s'il fallait mesurer le degré d'influence auprès du peuple français de cette presse dite progressiste, Libération quasiment est moribond, avec le degré d'influence de, par exemple, CNews, qui est en train de tailler des croupières à BFM TV et qui constitue un véritable empire médiatique, il n'y a pas photo. Et là, de ce point de vue, Zemmour dispose d'une tribune absolument énorme, dont il disposait d'ailleurs avant même d'être potentiellement candidat. Donc Zemmour, pardonnez-moi, ça c'est le journaliste qui vous répond, a bénéficié d'une bienveillance, et le mot est faible, de la part de grands médias qui ont des millions et des millions de téléspectateurs et d'auditeurs. Donc c'est pas Zemmour dont je parle, c'est la pratique. Vous avez raison, mais c'est la pratique d'une sorte de cancel culture, d'annulation de l'information par cette presse. Oui. Je dirais, elle n'a pas besoin de... Je comprends que cette presse ne veuille pas accorder trop de place à Zemmour, c'est tout à fait normal. Mais qu'elle accorde de la place aux informations qui nourrissent le tourment d'une grande majorité de Français. Ça va très au-delà de Zemmour. C'est ça mon inquiétude. Manuel. Ce débat est passionnant. Et croyez-moi, il n'a vraiment lieu pratiquement qu'en France. À l'occasion de la fameuse campagne du Conseil de l'Europe que nous avons découvert il y a quelques jours, qui ne vantait pas la diversité seulement, mais qui considérait que le port du voile était un élément de l'émancipation et de l'égalité. Ceux qui ne le savaient pas, ou ceux qui en doutaient, j'espère bien peu nombreux, ont pu comprendre, même s'il y a eu une réaction des chefs d'État et de gouvernement, et notamment évidemment de la France, que notre vision universelle et sa conciliation avec les identités est très minoritaire en Europe. Et qu'évidemment, la puissance de cette cancel culture, du wokisme, des universités américaines, des médias américains, des réseaux sociaux américains, avec leurs chevaux de Troie en Europe, c'est une puissance, ça. C'est une puissance. Et ni CNews, ni le Nouvel Observateur, ni Libération, ne pèsent face à ce mouvement, notamment dans les universités. Regardez ce qui se passe dans nos propres universités et dans les grandes écoles. Donc, moi, ce qui me paraît important, c'est que si le débat a été posé, et même s'il a été posé brutalement par Zemmour, par rapport à ceux qui, éventuellement, n'avaient pas lu ou écouté Alain Finkielkraut et d'autres sur le sujet depuis des années. Si Zemmour, demain, à cause de ses excès, de ses outrances, de ses erreurs de campagne, n'est plus dans le jeu, je n'en sais rien. Il y a une semaine, il était président, maintenant, il est au fond du trou. Ça me paraît un peu rapide dans les deux cas. Mais ça ne veut pas dire que le problème disparaisse et que la nécessité d'une réponse profondément républicaine ne s'impose. Il faudra traiter, à droite comme à gauche, de la question migratoire, de la manière dont on assimile dans ce pays, dont on fait vivre notre histoire, notre langue et notre culture, avec de véritables politiques de peuplement. Car au fond, les avertissements, et j'y prends ma part, je suis un ancien Premier ministre seulement, c'est qu'il y a bien dû y avoir quelques problèmes par rapport à ce qui étaient mes ambitions. 2002, aucune conclusion politique à la présence de Le Pen au deuxième tour. 2005, les émeutes urbaines. Je ne parle pas de la réponse de Jean-Louis Borloo, mais de ce qui s'est passé dans un certain nombre de quartiers, en Seine-Saint-Denis, avec les grands frères, qui étaient les frères musulmans. 2012, une élection marquée essentiellement par le rejet de Nicolas Sarkozy. Dieudonné, qui touche profondément un certain nombre de couches moyennes. Et la jeunesse. Profondément. Etc., etc. Et là, l'offre politique étant insatisfaisante
satisfaisante pour les Français, pour ne pas dire plus, ils se tournent vers ceux et celles. C'est Zemmour aujourd'hui, ça peut être quelqu'un d'autre de demain. Donc, ce qui est fondamental, c'est la réponse aux problèmes que nous posons. Mais au milieu de tout cela, il y a un mot qui a été prononcé par Alain Finkielkraut, qui est celui d'humanisme. Moi, je suis un politique et je pense que l'histoire est tragique et que les rapports de force sont fondamentaux. Regardons ce qui joue, par exemple, à la frontière polonaise-biélorusse. Il y a des gens qui font de la politique méchamment. On ne fait pas de la politique toujours avec de bons sentiments. Mais, parce que nous sommes d'une civilisation, cette civilisation européenne, moi, j'en appelle aux valeurs. Je ne vais pas en appeler, moi, au vote juif. Je ne suis pas qualifié pour cela. Souvent, on m'a demandé, mais Manuel Valls, pourquoi il défend Israël et pourquoi il est aussi préoccupé par ce qui se passe en France avec les Juifs. Certains ont considéré que peut-être mon ex-femme était juive, ça devait être une raison, c'était Roland Dumas, et Éric Zemmour en passant. D'autres parce qu'il y avait des électeurs juifs dans ma circonscription. Honnêtement, ce n'est pas le cas, j'aurais dû faire exactement le contraire. Peut-être parce que j'aimais l'argent, puisque les juifs, c'est l'argent. Et certains considèrent qu'il doit y avoir 5 millions de juifs en France. Je crois que c'est un peu moins, un zéro de moins. Pourquoi ? Parce que sur ce sujet-là, il en va de ce qu'est notre âme, au sens le plus beau du terme. Pourquoi on attaque la France aujourd'hui, le terrorisme depuis maintenant 20 ans ? Parce que nous pesons dans le monde, parce qu'il y a la laïcité, et parce que nous sommes une république, une démocratie, parce qu'il y a eu les lois sur le voile, et parce que nous sommes une terre chrétienne et juive. Et donc, tout ce qui est lié aux Français juifs, pour moi, est essentiel. C'est pour ça qu'il y a des moments essentiels dans notre histoire moderne. Évidemment, l'affaire Dreyfus. Il ne faut pas sous-estimer la question du rapport de force qui se joue à ce moment-là dans une France marquée par la défaite de 1870, de la volonté de revanche de la part de l'état-major et d'une partie de la classe politique. Mais ce qui se joue à ce moment-là, il y a un peu plus de 100 ans, c'est que, comme l'a dit, je crois, Alain Finkielkraut dans une autre intervention, Barrès, c'est un homme qui est une référence à l'époque, Maurras, c'est un homme extrêmement cultivé, Drummond, c'est autre chose. Mais ce qui s'est joué à ce moment-là, c'est notre part d'humanisme. Et c'est pour ça que nous sommes plutôt pays. C'est pour ça que Clémenceau et Zola avaient raison, par rapport à Barrès, ou par rapport à Maurras, ou par rapport à Drummond, ou à une partie de l'état-major, ou même par rapport à une partie de la gauche qui considérait qu'on ne pouvait pas défendre Dreyfus parce qu'il était militaire, bourgeois et juif. Et il se joue à ce moment-là quelque chose de fondamental. Et on ne peut pas, quand on est historien, commentateur, voire candidat à la présidence de la République, mettre en cause l'innocence de Dreyfus, parce que si on met en cause l'innocence de Dreyfus, on met en cause une partie de ce qu'est l'âme de la France République et dans laquelle le judaïsme joue aussi son rôle fondamental. Il y a un deuxième moment qui est essentiel, c'est évidemment 40. Je ne rentre pas dans ce débat effrayant sur les juifs étrangers, ceux qui ne le sont pas, sur les responsabilités de l'État français. Elles ont été, tous les historiens, rappelées. Ça ne veut pas dire que c'est l'État français qui a inventé la solution finale, évidemment. Mais confondre, ou vouloir faire comprendre, ou reprendre la vieille thèse, et des avocats de Pétain, et de quelques historiens, au lendemain de la Seconde Guerre, et inviter d'ailleurs De Gaulle dans cette affaire-là, lui, il avait le droit de rassembler les Français, parce qu'il est l'homme du 18 juin, pour essayer de faire rentrer cette confusion dans les esprits que Pétain et De Gaulle se valent, et qu'on oublie la responsabilité du propre Pétain, et de son administration, et de Bousquet. Et celui qui le dit, c'est celui qui a dénoncé le lien entre Bousquet et Mitterrand, il y a 30 ans. C'est une confusion que ceux qui pensent que les Juifs de France ont quelque chose à dire sur ce sujet et tous les autres doivent se rappeler. Et enfin, là où il fait mal, le Zemmour, c'est parce que les Français juifs, ils ont vécu ce grand remplacement, pour reprendre ce mot. Ils ont vécu l'aléa de l'intérieur.
Ils ont vécu ce qui s'est passé dans les quartiers. Ils ont vécu l'indifférence des politiques. Ils ont vécu ces politiques qui ont préféré le vote, entre guillemets, musulman à une certaine conception de l'universalisme. Et c'est là où ça fait mal. Et où certains se disent, ici ou là, ce n'est pas le passé qui nous importe. Nous sommes concernés par le présent et par l'avenir. Mais tout ne se vaut pas. Et moi, je pense que les Français, dans l'avenir, ils doivent réfléchir au nom de ces valeurs et de ce qui fonde une histoire. Zemmour propose une vision de l'histoire. Moi, j'ai accepté, j'ai débattu avec lui sur cette idée-là. Il a sa cohérence. Il faut proposer donc un récit républicain, un récit de ce qu'est la France, un récit de notre histoire, de notre culture, un lien, il y a un lien. Et ce lien, il ne peut pas être galvaudé. C'est Dreyfus, c'est 40-42. Mais c'est aussi la réponse que nous devons apporter à ce que nous sommes en train de vivre dans un certain nombre de territoires. Et si moi, je reviens dans le débat public, c'est parce que je pense qu'il faut une réponse profondément, puissamment républicaine, démocratique, civilisationnelle, humaniste. Si cette réponse ne s'impose pas, alors nous serons emportés. Nous serons emportés. Et il faut cette réponse. Mais il faut qu'elle soit au niveau intellectuel, de raison, de méthode qu'Alain Finkielkraut proposait il y a un instant. Sinon, on n'y arrivera pas. Mais je pense que c'est possible. Et c'est cette réponse qu'il faut si on veut sauver la France et notre conception de la République et de la démocratie. Francis, vous voulez dire un petit mot? Ce débat est passionnant. Et je voudrais, cher Alain, revenir sur ce que vous avez dit. Non, vous avez raison, il n'y a pas de vote juif. Il n'y a pas de vote juif. Il y a des valeurs juives, il y a une morale juive. Et au nom de ces valeurs, au nom de cette morale, les juifs, les Français juifs, ne peuvent pas, demain, si ce polémiste était candidat, au nom de ces valeurs, au nom de cette morale, ils ne peuvent pas apporter leur voix à un candidat qui vient cracher sur leur martyr, à un candidat qui vient cracher, sur la douleur d'un homme, M. Sandler, qui a perdu son fils, ses petits-enfants, douleur qu'il qualifie d'obsessionnelle. Je crois que nos valeurs, notre morale, nous interdisent, c'est au nom de la morale et non pas au nom de la politique, et peu importe que Zemmour soit juif, ce n'est pas l'homme que je combats, ce sont les idées, ce sont ces idées, cette capacité qu'il a à remettre en question tous les sujets qui ont été des sujets douloureux et qui ont été tranchés. On a parlé de Dreyfus, ça a été tranché. On a parlé de Papon. Il remet en question la justice de notre pays en disant que Papon a subi un procès inique. Donc oui, je pense et je redis, au nom de la morale qui est la mienne, la morale qui est celle des Français juifs, leur interdit, c'est cette morale qui leur interdit d'apporter ses voix à ce candidat. Et puis, tous ces gens qui aujourd'hui me clouent au pilori parce que j'aurais appelé au vote juif, et je ne parle pas de vous, cher Alain, mais tous ces gens dans la communauté juive qui veulent me clouer au pilori, je voudrais juste leur rappeler que si n'importe qui, à la place de Zemmour, avait dit 10% de ce qu'il a dit, ils seraient tous dans la rue. Ils seraient tous dans la rue pour le combattre. Si Mélenchon avait dit 1/10 de ce qu'a dit Zemmour, nous serions tous dans la rue. Et comme je l'ai fait pour Mélenchon, je dis, moi, que nous ne pouvons pas, nous, apporter nos voix à des gens qui se situent aux extrêmes. Alain.
Merci de cette précision, Monsieur Khalifa. Je n'entrerai pas dans une polémique sur ce thème. Je dirais simplement que quand vous dites si Mélenchon avait dit un dixième, Mélenchon a dit pire. Mélenchon a dit que y aurait un attentat dans les quelques semaines qui précèdent l'élection, comme les attentats de Mohamed Merah, et évidemment, c'est pour mieux stigmatiser la communauté musulmane. Ça, franchement, il fallait le dire. Il fallait le dire. C'était d'une violence. Oui, bien sûr, d'une violence inouïe. Mais je voudrais continuer la discussion sur un autre thème, pour justement illustrer l'inquiétude que je partage avec Manuel Valls. Il y a eu l'histoire des prénoms. Alors, réfléchissons à la question des prénoms. Éric Zemmour n'a pas dit qu'il ne fallait pas que les parents musulmans appellent leur enfant Mohamed. Il disait qu'il ne fallait pas que ce soit le premier prénom. Que ce soit, il disait, le deuxième prénom, ça va. Bon, mais je pense qu'il aurait dû... Il est là, Zemmour. Il aurait dû pousser la réflexion plus loin. Qu'en est-il, justement, des prénoms aujourd'hui? Parce que les prénoms, c'est devenu un supermarché planétaire où tout le monde se sert. Qu'en est-il, par exemple, des prénoms choisis par un grand nombre de Français d'origine française? Kevin, Donovan, Brandon, Jennifer, Cindy, parmi les prénoms les préférés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tandis que certains souhaitent s'ancrer dans une autre tradition que la tradition française, d'autres veulent, eux, s'ancrer dans la culture de masse américaine. Il y a une désertion de plus en plus massive des prénoms français en France, sans compter ces membres de la jet set qui choisissent pour leur progéniture un prénom qui n'a jamais existé. On voit ça toujours quand on lit Paris Match ou Elle ou tout ça, tel ou tel acteur, etc., a eu un enfant et on ne comprend même pas son prénom. Ça n'a jamais existé, c'est ça, c'est-à-dire comble du narcissisme et de la déterritorialisation. Ça doit nous amener à réfléchir cette désaffiliation générale. Et là, je voudrais citer Michel de Gégère, qui vient de publier un livre, Le cabinet des antiques, une histoire de la démocratie. Dans son dernier chapitre, il pose la question. Savons-nous encore être français? Sommes-nous capables d'être français? Et en effet, la question se pose, et elle se pose d'autant plus que l'école a cessé de jouer son rôle. L'école de l'égalité des chances est minée par l'égalitarisme. Elle est tuée. C'est-à-dire, on n'y enseigne quasiment plus rien de ce qui faisait autrefois la culture, parce qu'on ne veut pas que les héritiers continuent d'être privilégiés. La culture, c'est un héritage. Les héritiers ont un avantage parce qu'ils vivent dans des familles qui ont des bibliothèques, parce que leurs parents les amènent au théâtre, etc. Donc, on marginalise de plus en plus la culture générale. Le résultat, c'est ça. Zemmour parle d'assimilation. Manuel Valls reprend le terme à son compte, parce que l'assimilation, encore une fois, ce n'est pas fondre tout le monde dans le même moule, c'est introduire tout le monde dans, justement, la civilisation, la culture française, mais maintenant, nous avons droit à la désassimilation pour tous. C'est ça que traduit le symptôme des prénoms. Alors, comment faire pour réassimiler tous les Français? Comment faire pour que les Français soient à nouveau capables d'être Français? Eh bien, nous devrions prendre cette question à bras-le-corps. Si on se polarise sur Zemmour, on va recréer autour de lui un antifascisme imaginaire, gratifiant,
ça fait frissonner. Il n'y a aucun danger fasciste en France, aucun. Aucun. Mais il y a un danger de désassimilation pour tous. Ce n'est pas le meilleur candidat. Oui, avec lui, c'est Maurras, un peu de Maurras qui revient. C'est de Péguy que nous avons besoin. Oui, et ça, c'est vraiment dommage. C'est terriblement dommage. Mais on oublie ça et on s'attelle à cette tâche. Cette tâche, elle vaut pour tous les intellectuels, pour tous les politiques, pour tous les professeurs. Et malheureusement, beaucoup, aujourd'hui, pour des raisons idéologiques, s'y refusent. Merci Alain. Simplement, et je donnerai la parole à Manuel Valls pour conclure, Alain emploie une expression très intéressante, le symptôme des prénoms, terme clinique, médical, pour parler de cette question éminemment importante, les prénoms. Je pense que ça va faire plaisir à un homme, je ne connais pas de plus républicain que cet homme, de plus français que cet homme, qui s'appelle Corsia, qui est le grand rabbin de France, et qui a un très joli prénom, Chaim, qui veut dire vie. Manuel Valls, pour conclure. Non, il n'y a qu'en France où on puisse citer dans un débat à la fois Ortega y Gasset, le grand auteur de l'Espagne invertébrée, et terminé par Péguy. Au fond, je crois qu'Alain Finkielkraut a raison sur le fait qu'il faut répondre à la question comment être français, comment faire français, qu'est-ce que c'est être français. Questions, elles sont fondamentales, parce qu'elles sont au cœur, au fond, de ce que nous sommes. Et il faut apporter, et il y aura des réponses qui seront forcément différentes. Et il faut que les uns et les autres, moi je veux me revendiquer féministe pour l'égalité femmes-hommes, mais pas pour accepter la loi d'airain, dictature idéologique qu'on veut nous imposer du côté du wokisme, de la cancel culture ou du nouveau féminisme, quel que soit son nom. Je veux faire de la place de l'islam dans nos sociétés, qui est un sujet extrêmement complexe en France et en Europe, pour des raisons sur lesquelles on ne reviendra pas, parce que je pense que c'est important, que c'est un message essentiel pour l'islam dans le monde, sans me faire traiter de fasciste, ou accepter qu'on confonde terrorisme, islam et islamisme. Je veux régénérer la République et la démocratie, mais sans qu'on la batte. Donc je veux que l'école de la République soit totalement régénérée. Je veux qu'on assimile de nouveau dans ce pays. Y compris, on peut mener les débats. Le débat sur le prénom, le problème, c'est que chacun d'entre nous se sent ensuite, et Alain Finkielkraut l'a fait très délicatement, mais dans les propos, quand les propos sont tenus, jetés comme ça sur un plateau de télévision, chacun le prend pour soi, et notamment ceux qui sont les plus beaux de nos Français. Alors que parfois, la question des prénoms veut dire des évolutions, beaucoup des évolutions de notre société, ou des problèmes d'assimilation en Seine-Saint-Denis, par exemple. Est-ce qu'on peut mettre de la raison, de la méthode, de l'intelligence ? Je reconnais qu'en posant la question, je mets la barre relativement haute, mais que je suis convaincu que c'est possible. Il n'y a pas de vote juif. Il n'y a peut-être pas une communauté juive telle qu'on l'entend. Chacun est libre de faire ce qu'il je veux, mais je reprends la phrase qui avait été la mienne au lendemain de l'attentat de l'hypercacher. Sans les Juifs de France ou sans les Français juifs, la France n'est pas la France. N'oubliez jamais cela. C'est le combat de ma vie. Et vous, chacun d'entre vous a sa propre responsabilité dans ce beau projet qui est de régénérer notre pays avec nos valeurs et avec une morale. Merci. Et bon appétit. Merci, messieurs. Merci beaucoup pour ce débat passionnant. Je vous rappelle que nous sommes maintenant dans la série des déjeuners débats. Il y en a 4 qui vous sont proposés. Le premier, et vous verrez à l'entrée au bureau, s'il reste des places, c'est celui du président du CRIF, Francis Khalifa, avec Manuel Valls. Il y a un déjeuner avec Annette Vivorca et Gérard Ringer sur l'année 1941. Et il y a un déjeuner-rencontre avec l'ambassade des Émirats arabes unis, avec Jonathan Arfi et M. Tarek Al-Shehi. Donc les 3 déjeuners vous sont proposés. Renseignez-vous pour éventuellement acheter votre place. Il y a également une conférence pendant ce temps-là sans inscription déjeuner, donc entrée libre et gratuite, sur les séries israéliennes. Et c'est une conférence qui va être donnée
par Xavier Natav, chroniqueur cinéma et bande dessinée. Merci et à tout à l'heure.